Chapitre 15. Dans les années 50, ces milieux en Belgique étaient aussi codifiés que la cour de Henri III. Je dus attendre que Daniel ait 18 ans et fasse son entrée dans le monde pour la courtiser de manière officielle. J'avais 20 ans. Je ne voyais aucune raison d'attendre. Je confiai à Daniel mon terrible secret. Je m'évanouis à la vue du sang. Décidément, rien n'est ordinaire chez toi. C'est valable aussi pour le steak tartare et le roast beef. Nous mangerons de la semelle de botte. Je la demandai en mariage, elle accepta. Nous étions en 1956, notre vie commençait. Pas du tout. Ce fut le moment que choisit Pierre Nothomb pour se manifester. Il me téléphona pour déclarer qu'il interdisait cette union. Cette demoiselle n'est pas d'une assez bonne famille pour nous. Grand-père, qu'est-ce que vous racontez? Nous sommes les Nothomb, je te rappelle. C'est un Nothomb qui a rédigé la constitution de notre pays. Nous ne sommes pas les Windsor, que je sache. Nous n'en sommes pas si éloignés que tu le crois. Je raccrochai, décidé à le laisser à son délire, et me rendis aussitôt chez Daniel. Pour la première fois, ce fut son père qui m'ouvrit la porte. Je découvris un homme immense et superbe, âgé de 45 ans, très élégant. Patrick Nothomb, je présume. Lui-même. Je viens voir ma fiancée. Je suis désolé, ma fille ne peut pas être votre fiancée. Croyez que j'en suis navré. Votre grand-père m'a téléphoné pour m'interdire de vous recevoir. Nous ne sommes pas obligés d'obéir à ce despote. Vu la façon dont il a insulté ma famille, je regrette de vous en assurer, mais je m'opposerai à cette union. J'étais en proie à un sentiment indescriptible, à la fois fou de colère et séduit au plus haut degré. L'homme que je venais de rencontrer incarnait le père dont j'avais toujours rêvé. Le plus étrange était la réciprocité. Cet homme, père de 3 filles, découvrait le fils qu'il avait espéré. Nous étions l'un et l'autre sous le charme, et nos paroles ne correspondaient en rien à ce que nous éprouvions. Monsieur, j'aime votre fille et je me battrai pour qu'elle devienne ma femme. Mon jeune ami, vous m'êtes très sympathique. Ne gâchez pas votre vie pour une cause perdue. Je fis des recherches et je trouvai que le chevalier Guy Cheven, père de Daniel, était issu de la noblesse brugeoise. Certes, il avait commis une mésalliance en épousant Guylaine Boucher, issue de la bourgeoisie tournaisienne. De là à affirmer que Daniel n'était pas d'une assez bonne famille pour les Nothomb, il y avait de la marge. J'expliquai cela au téléphone à Pierre Nothomb, qui me rit au nez. Tu me remercieras plus tard, mon cher. De toute façon, j'ai appelé son père et il m'a très bien compris. Oui, vous avez injurié cet homme qui est la noblesse même. Quel langage parles-tu, mon petit? Un langage bien moins suranné que le vôtre. Je n'aurais jamais cru vivre une situation aussi irréelle. Il avait fallu cela pour que je me rende compte de l'arriération du monde auquel j'appartenais. À cet instant, je décidai que Daniel et moi, nous nous expatrierions. Car il était hors de question que je renonce à elle. Nous nous vîmes donc en cachette. Le lieu de nos rendez-vous secrets était le pavillon de l'octroi, à l'entrée du bois de la Cambre. Nous ne pouvions nous y voir qu'une fois par semaine. Le reste du temps, nous nous écrivions des lettres brûlantes qui nous étaient remises par l'intermédiaire d'Henri et de Françoise. Quand j'eus fini mes études de droit, je passai avec succès le concours diplomatique. Il ne me restait plus qu'à épouser Daniel. J'annonçai à la Belgique entière la nouvelle de mon mariage. Pierre Nothomb me téléphona aussitôt. Tu perds la raison, mon petit. Ce que je fais est parfaitement légal. Vous n'avez pas le droit de m'en empêcher. Je ne rencontrerai pas cette femme. C'est là que vous vous trompez. Daniel et moi arrivons au Pont d'Oie samedi prochain. Je ne la recevrai pas. Très bien. Daniel répétera partout qu'en plus d'être un monstre de snobisme, vous êtes un grossier personnage. Le coup porta. Je devinais que grand-père recevrait ma fiancée. Restait à savoir comment. Aujourd'hui, j'empruntai la voiture de ma mère pour conduire Daniel au fin fond des Ardennes. La malheureuse, consciente de l'examen qui l'attendait, était pâle comme un suaire. Je passai le trajet à tenter de la mettre à l'aise, en vain. Pierre Nothomb se dressait devant le château en statue du commandeur. La jeune femme le salua en bégayant de terreur. Bonjour, mademoiselle, dit-il cérémonieusement. Vous êtes la beauté même. Cette parole eût pu être aimable si elle n'avait pas été accompagnée d'insinuations méprisantes.
Les Notombes arrivèrent peu à peu pour découvrir l'objet du scandale. Daniel blêmissait à vue d'œil. On l'emmena se promener dans la forêt. Grand-père ne cessait de l'observer en coin. Vous ne regardez pas le lac, mademoiselle. Si, si, je le regarde. Et comment le trouvez-vous? D'habitude, ma fiancée ne manquait pas de répartie. L'épreuve était si rude qu'elle n'en avait plus aucune. C'est ainsi qu'elle répondit: Je trouve que le lac est mignon. On s'esclaffa vilainement. Simon, qui voulait prolonger le sketch, demanda à Daniel comment elle trouvait la forêt. La pauvre balbutia: Je trouve que la forêt est riante. C'était la curée. Pendant le déjeuner, la jeune femme ne put rien avaler. Savez-vous qu'en tant qu'ambassadrice, si toutefois vous le devenez un jour, il vous faudra goûter de chaque plat dans les repas protocolaires? Lui demanda Pierre Notombe. Daniel me regarda pour m'appeler au secours. Je dis n'importe quoi. Daniel surveille sa ligne. Éclat de rire. Voyons, mademoiselle, vous êtes mince comme un fil. C'est ridicule. Comme nous prenions le café au jardin, je vis que grand-mère parlait gentiment à ma fiancée. Mon soulagement fut de courte durée. Grand-père me prit à part et me déclara: Je pense que tu as compris, mon petit. Ce mariage est inconcevable. Elle est parfaitement idiote. Je te rends service, crois-moi. Elle est ravissante, c'est certain. Eh bien, fais-en ta maîtresse. Ulcéré, je prétextai une obligation pour partir au plus tôt et tirer Daniel de là. Pendant le trajet du retour, je pus mesurer l'extraordinaire positivité de ma fiancée qui me dit: Ton grand-père est un peu rasoir, mais j'adore ta grand-mère. Elle n'avait même pas remarqué la séance d'humiliation que Pierre Notombe lui avait infligée. Quelle force et quel courage! Je fixai la date de notre mariage au 13 juin 1960. Peu après, je reçus la visite du père de Daniel. Il est encore temps de renoncer, me dit-il. Je m'emportai. Pourquoi dites-vous cela? J'avais l'impression que vous aviez de la sympathie pour moi. Précisément. Cette union scandalise votre famille. Et vous trouvez qu'elle a pour cela un bon motif? Non, mais je ne voudrais pas que vous regrettiez un jour d'avoir épousé ma fille. J'aurais d'autant moins de regrets qu'elle est votre fille. Voyez-vous, le drame de mon existence, c'est de ne pas avoir eu de père. Vous représentez pour moi le père idéal. Troublé par cette déclaration, celui qui allait devenir mon beau-père n'insista plus. Le jour des noces, Pierre Notombe tenta avec lui le même exercice qu'il avait imposé à Daniel. Je ne sus jamais ce que mon beau-père lui rétorqua, mais je vis grand-père s'éloigner de lui livide, comme quelqu'un qui a essuyé un échec cuisant. Il ne fut plus jamais question de l'extraction prétendument basse de mon épouse.